Voilà, bonsoir à tous. Je me présente, Sophie Valerio, je suis déléguée médicale pour les médicaments du docteur Reykjavik pour la Suisse romande. Alors, ce soir, je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée en webinaire qui sera animée par le docteur Jean-Yves Henry. Alors, Jean-Yves Henry, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, il nous a déjà donné plusieurs webinaires. Il est médecin homéopathe, spécialisé en homéopathie et médecine complémentaire. Alors, il dispose de plus de 40 ans d'expérience en médecine complémentaire et il enseigne déjà depuis de nombreuses années dans ce domaine. Alors, durant ce webinaire ce soir, on vous propose d'aborder le thème des maladies cardiovasculaires. Et là, le docteur Jean-Yves Henry va nous donner des informations sur la physiologie, les différentes pathologies, et il nous donnera aussi des idées sur la façon de guérir ou de soulager au moyen de médecine complémentaire. Et puis, si vous avez des questions lors de la soirée, lors de la conférence, vous pouvez les poser grâce à l'outil en bas, questions-réponses. Et puis, on va y répondre soit par écrit ou bien sinon, Jean-Yves Henry le fera à la fin de sa conférence. Alors voilà, j'ai grand plaisir maintenant à laisser la place à Dr Jean-Yves Henry. On se réjouit de l'écouter et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais avoir le plaisir de parler un petit peu avec vous des maladies cardiovasculaires, qui est un sujet tout à fait à l'ordre du jour. Alors, qu'est-ce que c'est que le système circulatoire? Eh bien, c'est un ensemble de vaisseaux qui est extrêmement dense et que l'on peut diviser globalement en deux parties. Une partie qui correspond au sang rouge, qui comprend bien sûr le cœur, qui a une fonction de pompe, les vaisseaux sanguins qui vont transporter le sang dans l'organisme avec pour fonction principale l'oxygénation et la nutrition des tissus. Et puis moins connu, le système lymphatique, qui est une sorte de sang blanc, qui va recueillir le liquide interstitiel et qui va le transporter jusqu'au système cardiovasculaire. Il est composé d'organes, les amygdales, le thymus, la rate, les ganglions lymphatiques et les nodules ou follicules lymphatiques, qui jouent un rôle capital dans les réponses immunes spécifiques, comme vous le savez. La pathologie cardiovasculaire et lymphoïde doit être envisagée globalement. Une anémie, un angor, des troubles du rythme, des œdèmes ne sont pas des accidents localisés, mais des symptômes qui expriment une profonde dysfonction de l'individu dans son ensemble. Nous connaissons à présent mieux les mécanismes qui commandent le myocarde, les artères, la pompe à calcium et à différents ions. Les médiateurs et principaux enzymes ont été identifiés, nous permettant de saisir la finesse des régulations physiologiques. Mais au-delà de ces mécanismes, il y a un homme, une femme, à considérer dans son ensemble réactionnel. Et c'est l'homéopathie qui réalise cette synthèse, permettant une action en profondeur. Alors, l'ensemble cœur-poumon est capital dans cette histoire circulatoire. Il y a un fait à prendre en considération que beaucoup de gens oublient, c'est que si anatomiquement le cœur est entre les deux poumons, fonctionnellement, les deux poumons sont entre les deux cœurs, ce qui explique les différences symptomatiques considérables lors de leurs insuffisances. En particulier, l'insuffisance cardiaque droite va donner des œdèmes des membres inférieurs et un gros foie douloureux. À gauche, au contraire, on aura une dyspnée et un risque d'œdème aigu du poumon. Alors, tout de suite, un premier remède très intéressant, justement pour ces phénomènes de fragilité cardiaque, qu'on voit apparaître d'ailleurs assez systématiquement avec l'âge. À partir de 80 ans, on voit très souvent les chevilles qui gonflent, on voit l'essoufflement, on voit des petits symptômes qui sont bien sûr plus ou moins pris en compte par le cardiologue, mais on n'a pas besoin de se lancer dans des grandes thérapeutiques diurétiques ou toniques cardiaques majeures. Très souvent, l'homéopathie suffit. Alors, pour ce faire, donc, le R3 est tout à fait indiqué, avec dedans, bien sûr, des remèdes qui sont très intéressants au niveau de la sphère cardiaque, comme Cratégus, qui est un remède, l'églantier, qui est un remède qui va
normaliser le rythme cardiaque, Digitalis, qui est un remède qui va tonifier la contraction cardiaque, Calicarb, qui est aussi un remède de régulation du rythme cardiaque et qui a un effet d'ailleurs qui est très intéressant, qui a un effet bêta-bloquant-like, hein, et puis Phosphorus, Cactus, qui a un effet anti-angoureux, Spigelia aussi, qui est un régulateur du rythme, Strophanthus, qui est un très bon tonique cardiaque. Et donc, tous ces remèdes vont tendre, justement, chez la personne qui a une petite insuffisance cardiaque, qui ne nécessite pas des médicaments majeurs, eh bien, ça va permettre de faire céder ces œdèmes des membres inférieurs, éventuellement cette toux et cette dyspnée qui sont gênantes et qui sont d'origine cardiaque. Alors évidemment, quels sont les symptômes que le praticien va recueillir? Eh bien, ça va être essentiellement le pouls. Alors, il ne faut pas hésiter à prendre le pouls du patient. Hein. Est-ce que le rythme est rapide? Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est irrégulier? La tension artérielle, qui, en fait, cette tension artérielle est un marqueur des efforts que le cœur a à faire tous les jours. Et c'est aussi le marqueur des résistances périphériques. C'est-à-dire que plus les résistances périphériques sont importantes, plus le cœur va forcer et plus il risque justement de s'épuiser et de vieillir rapidement. On aura l'occasion d'en reparler. Les bruits du cœur, alors pour ceux qui savent écouter un cœur au stéthoscope, hein, vous savez qu'il y a 4 valves dans le cœur et l'apparition de bruits anormaux, de claquements, va orienter vers l'exploration d'une sténose ou d'une régurgitation des valves. Autrement dit, les petites valves du cœur eh bien, ne fonctionnent plus correctement. Et là, on sera amené à demander un avis spécialisé qui pourra être plus ou moins compliqué, qui pourra même aller jusqu'au cathétérisme intracardiaque. Ensuite, on va étudier la dynamique des contractions du muscle cardiaque avec l'électrocardiogramme. On va vérifier les œdèmes périphériques, hein, donc les stases évidemment au niveau des chevilles, au niveau des pieds. Hein. Mais si le patient est allongé, si le patient est alité, ben on va regarder par exemple si son dos marque le pli du drap. Hein. C'est un bon symptôme pour voir s'il a des œdèmes en déclive. Et puis, on va interroger sur les douleurs, la présence d'une ischémie ou la sensation d'une constriction cardiaque. Et puis, des signes généraux, la dyspnée, c'est-à-dire la difficulté à respirer, le fait que le patient ait besoin d'être conscient pour respirer correctement, ou la présence d'éventuelles syncopes, en particulier au changement de position, à l'effort, etc. Alors, pour ce qui est des douleurs, alors il existe, c'est assez classique, il existe 2 grands types de douleurs thoraciques. L'angine de poitrine, qu'on appelle classiquement angor pectoris, hein, qui est une simple gêne au début, puis qui apparaît sous forme d'une douleur, un type de serrement, d'effort, apparaissant à la marche rapide, avec un caractère constrictif. Et heureusement, c'est bref, c'est-à-dire ça va durer 10 secondes, 30 secondes, rarement plus de 2-3 minutes, qui peut irradier aux épaules et à la mâchoire. Et après la crise, il y a un relâchement et on dit classiquement que le malade pisse, rote et s'endort. C'est-à-dire il y a une espèce de décompensation après cette douleur et ce serrement angoissant, thoracique angoissant. Alors, cette angine de poitrine, normalement, doit amener le patient à consulter. Et puis, évidemment, on va lui faire proposer un certain nombre d'examens pour vérifier le fonctionnement de son muscle cardiaque. Alors, cette angine de poitrine, si elle est généralement, si on ne fait rien, elle va se répéter. Et elle peut décompenser en infarctus du myocarde, c'est-à-dire que cette douleur d'angine de poitrine qui signe en fait le manque d'oxygène du muscle cardiaque va
s'installer et donc va durer, elle ne disparaîtra pas. Pourquoi? Parce que le cœur n'ayant plus assez d'oxygène, le muscle fonctionne avec l'acide lactique et donc cette acidose localisée va faire une crise forte, un petit peu comme une crampe au niveau des mollets, mais au niveau du cœur. Et très souvent, elle est accompagnée d'un trouble du rythme et elle peut évoluer vers l'insuffisance cardiaque. C'est le cas en particulier de 30% des infarctus. Et elle peut entraîner la mort dès le premier accident. Alors, il faut savoir que souvent, l'infarctus du myocarde n'est pas vraiment vécu douloureusement et que le serment est minime. Et on peut très bien avoir des gens qui se présentent avec des signes électrocardiographiques d'infarctus du myocarde ancien sans qu'ils aient vraiment ressenti quelque chose d'un peu spécial. Voilà. Donc, on a des crises hyperalgiques et on a des crises très peu algiques. Et là aussi, il y a une difficulté, c'est-à-dire que le symptôme patent de l'infarctus du myocarde, c'est l'inversion de l'onde T à l'électrocardiogramme. Malheureusement, cette inversion apparaît 24 à 48 heures après l'infarctus. Donc, c'est très difficile quand un patient se présente aux urgences ou à votre cabinet, même si vous avez un électrocardiographe, de pouvoir affirmer l'infarctus. Voilà. Alors, évidemment, heureusement, tous les patients n'ont pas de Langor, tous les patients ne font pas des infarctus, et il y a, par contre, on voit énormément de faux angors qui sont très souvent des phénomènes de serrement de type anxieux et qui sont aggravés justement par des dysfonctions dorsales. C'est un patient qui a mal au dos, et en fait, cette douleur est projetée au niveau du cœur, et d'autant plus qu'il va développer une angoisse angoreuse, si vous voulez, et il va venir consulter très souvent, il va venir vous consulter ou venir consulter le cardiologue en urgence, alors qu'en fait, il n'y a absolument rien à craindre. Donc, vous allez regarder l'état des vertèbres cervico-dorsales, et puis vous allez vérifier s'il y a des troubles du rythme. Et on va voir en particulier très souvent un patient avec des palpitations, une accélération du pouls, sous l'influence du stress ou des émotions. Alors, ça s'observe chez les personnes jeunes comme chez les personnes âgées. Et dans ce cas-là, on a un très très bon effet avec le R2 Orin qui contient donc des remèdes qui sont des grands remèdes apaisant le cœur, et en particulier, en premier lieu, aconite, qui est le grand remède des attaques de panique. Arnica, qui est le grand remède du cœur qui souffre, c'est le plus grand remède d'ailleurs de l'infarctus du myocarde, arnica. Aurum, grand remède du cœur. Cactus, grand remède des serrements de la poitrine avec troubles du rythme. Cratégus, des troubles du rythme. Digitalis, ça c'est le grand remède des cœurs lents. Si vous avez un cœur qui descend au-dessous de 50, 45, des fois 40, il y a un risque de syncope à répétition, par hypoxie cérébrale. Donc la Digitalis va corriger ce risque hypoxique. Spigelia, qui est un grand remède de troubles du rythme avec douleur migraineuse, et puis Valeriana, grand remède de prise en compte de l'angoisse, parce qu'évidemment, ces douleurs thoraciques avec serrement d'origine anxieuse ou d'origine dorsale, et souvent il y a les deux, eh bien c'est extrêmement anxiogène pour le patient, et là, vous aurez qu'à lui donner quelques gouttes d'orin, et vous verrez, ces douleurs cèdent extrêmement rapidement, et ça permettra d'attendre de faire un électrocardiogramme et d'avoir un avis spécialisé pour assurer absolument votre patient. Alors, deuxième grand problème rencontré au cabinet, l'hypertension artérielle. Alors, la prise de la tension artérielle est une espèce de passage obligé de la consultation médicale. C'est un petit peu la sonnette du dimanche à l'office. Et donc,
le problème c'est qu'il y a quelques années, enfin moi quand j'ai fait mes études, il y a quelques temps, on estimait que la tension artérielle normale à 50 ans, c'était une tension qui était à peu près de 150 pour la maxima, et que cette tension prenait un point par année d'âge. Ça veut dire que vous aviez 60 ans, vous aviez 160, ce n'était pas normal. Vous aviez 80 ans, vous aviez 180, ce n'était pas normal. Et à 100 ans, 200, on considérait que ce n'était pas normal. Voilà. Alors, c'est peut-être vrai chez un patient jeune. À partir de la soixantaine, quasiment plus personne à 140 en maximum. Voilà. Donc, ils se sont mis à traiter tout le monde. Et évidemment, on a très vite eu un certain nombre de problèmes, en particulier de problèmes d'hypotension fonctionnelle, c'est-à-dire comme on empêchait, il faut bien comprendre que l'hypertension, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme adaptatif au fait que les tissus manquent d'oxygène, parce que le lit capillaire est entartré, est bouché avec l'âge, avec les phénomènes d'usure des capillaires au niveau des organes. Donc, les organes téléphonent au cœur et disent « Est-ce que tu pourrais monter un petit peu la pression? J'ai plus d'oxygène. » Voilà. Et donc, le cœur augmente sa pression, mais là, le cardiologue passe et il empêche le cœur d'augmenter sa pression. Et même, carrément, on la baisse et on dit « Vous êtes à 120, c'est très bien. » Oui, mais à 120, les tissus n'ont plus d'oxygène. Et donc, le patient il va se trouver avec des syndromes hypoxiques généralisés qui vont se manifester sous forme de crampes musculaires, sous forme de troubles vestibulaires en particulier. Il va faire des syncopes, il va faire des vertiges, il ne va pas être bien du tout, il va avoir une asthénie chronique, il ne va pas être bien du tout, à tel point d'ailleurs que si la moitié des hypertendus est sous traitement antihypertenseur, ça veut dire qu'il y a la moitié qui a bien compris que ça ne leur convenait pas et qui refuse le traitement ou qui l'arrête très vite. Voilà. Voilà. Alors, quand on interroge les bases de données, les spécialistes, ils reconnaissent que l'hypertension artérielle est plurifactorielle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tas de facteurs qui vont favoriser cette montée de tension artérielle et qui n'est dangereuse que par le fait qu'elle fatigue le cœur. C'est vrai que la tension artérielle, c'est un chiffre qui nous donne une indication de la hauteur à laquelle le cœur doit lancer l'ondée sanguine pour qu'elle atteigne les organes. Donc, c'est vrai que si elle est très importante, eh bien, le cœur va se fatiguer beaucoup plus vite et on a intérêt à ne pas avoir une tension trop élevée pour ne pas fatiguer le cœur. Mais d'un autre côté, il faut aussi oxygéner les organes. Donc, on est un peu entre l'arbre et l'écorce. Alors, le problème que l'on rencontre en cabinet, c'est devenu très complexe du fait des thérapeutiques puissantes mises en jeu, le plus souvent dans l'ignorance la plus complète de la physiopathologie du syndrome, comme des éléments réactionnels concomitants propres aux malades. Nous voyons là plus qu'ailleurs les deux plaies dont souffre la médecine académique, c'est-à-dire confondre sans cesse les causes et leurs conséquences, les manifestations, et rechercher la dose maximale admissible au lieu de la quantité minimale efficace. Alors, petit rappel physiopathologique. Donc, dans le cas le plus fréquent, on laissera de côté les hypertensions du jeune qui sont d'origine rénale et qui nécessitent une chirurgie. Donc, dans le cas le plus fréquent, on appelle ça une hypertension artérielle idiopathique. Ça veut dire qu'on n'en connaît pas la cause. Et bien sûr, nous sommes en face d'un drame à 4 protagonistes. Alors, je vous ai fait un petit schéma qui explique bien les 4 protagonistes. Donc, le cœur d'un côté, le lit capillaire de l'autre avec des besoins en oxygène organique, et puis le rein qui, par le système rénine-angiotensine, va réguler la pression cardiaque, et puis le système nerveux central avec le risque, en effet, dans le cas d'une hypertension trop importante, de micro-segments, ou au contraire, dans le cas d'une hypotension trop importante, de syncope. Voilà. Alors, la plupart du temps, on peut dire pratiquement en 80% des cas,
Il s'agit d'un mécanisme d'hypoxie tissulaire périphérique que l'homéostasie tente de compenser en augmentant la pression intravasculaire. Toute tentative médicamenteuse visant à faire baisser la tension artérielle va supprimer ce mécanisme compensatoire, donc aggraver l'hypoxie périphérique, ce qui va avoir pour effet immédiat de fatiguer le malade et de relancer l'hypertension artérielle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cardiologue donne un premier hypotenseur. Ça marche un certain temps, puis comme les tissus ont besoin d'oxygène, il relance le cœur sans arrêt. Et donc le cœur remonte sa pression. Et donc, on est obligé de mettre un deuxième hypotenseur. Et puis, au bout d'un certain temps, on va en mettre un troisième. Et on voit arriver des patients qui ont 3 hypotenseurs majeurs et avec une tension qui n'est pas bien stabilisée, au contraire, qui est trop bien stabilisée, et ils ont tout un tas de manifestations d'hypoxie tissulaire périphérique. Voilà. Alors en fait, le vrai drame se situe au niveau des endothéliums capillaires qui n'assument plus correctement leur fonction d'oxygénation organique. Donc autrement dit, c'est un petit peu comme votre voiture qui a un radiateur entartré. Donc il va falloir détartrer le radiateur capillaire. Voilà. Seul un traitement à ce niveau pourra prétendre apporter une solution durable aux patients hypertendus. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir travaillé pendant 2 ans dans des populations de Noirs sous les tropiques. Et en fait, ces gens-là, ces braves gens-là, ils ont été sélectionnés génétiquement pour survivre à un climat humidité-chaleur et au polyparasitisme. Donc, ils ont énormément d'anticorps. Et donc, ce sang qui est très, très riche en anticorps, eh bien, il va boucher très, très vite le lit capillaire, et on voit apparaître dès la quarantaine des hypertensions importantes et des hypertensions à partir de la soixantaine. Il n'est pas rare de voir, dire pratiquement un patient sur 2, ils ont entre 200 et 250 de maxima. Donc là-bas, ils ne s'en inquiètent pas tellement. Hein. Et puis, j'ai même eu 2 patients qui avaient plus de 300 au maxima, mais je ne sais pas exactement combien ils avaient parce que mon appareil s'arrêtait à 300 pour le calcul. Donc, vous voyez, là aussi, quand vous avez 150 en Suisse romande, tout le monde s'inquiète, alors que là-bas, si vous avez moins de 250, on vous dit, bon, c'est pas trop grave. Voilà. Donc, ça dépend aussi beaucoup du vécu médical et de la fragilité de la population étudiée. Je vous le dis aussi parce que vous verrez aussi beaucoup de gens à peau noire, que ce soit des Africains, des Américains ou même des Indiens ou même des Polynésiens. Hein. C'est des gens qui ont des endothéliums capillaires en mauvais état, souvent d'ailleurs par le diabète. Hein. C'est des populations qui sont sujettes au diabète. Et on voit apparaître des hypertensions précoces et extrêmement résistantes. Alors, statistiquement, on observe le plus souvent l'association de plusieurs maladies de surcharge, et on appelle à présent cette affection le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est la présence chez un individu d'une obésité abdominale, d'un diabète gras de type 2, d'une hyperlipidémie, d'une goutte, d'une hypertension artérielle, d'une microalbuminurie, ça veut dire que le rein souffre, et puis de thrombose veineuse à répétition. Voilà. Alors, en général, ils en ont une, ils viennent consulter pour l'hypertension artérielle, et puis on les interroge, et puis on se rend compte en fait que leur papa ou leur maman était diabétique, et puis on se rend compte qu'ils ont un petit surpoids, et puis on se rend compte, tiens, ils ont fait une périphlébite, etc. Et puis, progressivement, au fil des années, ces 4 diagnostics vont se rejoindre, et on va arriver au syndrome métabolique. Alors, ce qui est très intéressant avec le syndrome métabolique, c'est qu'il n'y a pas besoin de médicaments, il suffit de normaliser le poids pour que tous les signes disparaissent et en particulier que l'hypertension se régule. Alors, ceci dit, bien sûr, il faut faire un bilan minimum, hein, explorer les régulations glycémiques, lipidiques, rénales, etc. Alors, tout bêtement, au niveau du cabinet, il y a un petit examen tout simple. Hein. Il faut regarder l'iris de ces patients, et très souvent, on voit un gérontoxon. Alors, le gérontoxon, c'est le petit cercle nacré qui entoure l'iris, hein, et qui est très souvent associé à une hyperlipidémie
et à une micro-angiopathie hypertensive. Voilà. On appelle ça aussi l'arc sénile de la cornée. Alors, pour la petite histoire, c'est intéressant, la Joconde a été peinte avec un gérontoxon. Hein, donc, elle avait probablement un gérontoxon, donc évidemment, on sait qui c'est la Joconde. Et donc, on a été interroger sa famille, regarder l'état civil, etc. Et elle est morte très jeune d'une pathologie cardiaque. Vous voyez, c'est curieux. Donc, on peut faire un diagnostic post-mortem à 5 siècles de distance, simplement sur la présence d'un gérontoxon. Voilà, alors les premières années de la maladie, l'hypertension est modérée et pas permanente, puis progressivement, celle-ci deviendra permanente et pourra s'élever au-dessus de 200, 120 par exemple. Voilà. Alors, il ne faut pas s'affoler, hein, il faut essayer de comprendre quelles sont les causes et comment on va gérer ça. Voilà. En général, il n'y a pas de risque immédiat. Il faut savoir que l'hypertension artérielle, ce n'est pas une maladie, c'est une adaptation. Voilà. Alors évidemment, de quoi se plaignent les patients? Essentiellement de maux de tête et éventuellement de palpitations, petites choses comme ça, durant les poussées hypertensives. Alors, sur le plan thérapeutique, évidemment, la première chose qui est la plus importante à faire, c'est de contrôler la surcharge pondérale. Rien que de ramener le patient à un niveau pondéral correct, ça va faire baisser la tension facilement de 1, 2 ou même 3 points. De nombreux malades étiquetés hypertendus verront se normaliser leur chiffre tensionnel par un simple retour à la normale de leur poids corporel. Donc, on va leur proposer un régime diabétique, hein, donc avec peu de sucre, et puis donc attention aux fruits, aux farineux, et puis avec un espacement des repas pour mieux gérer le yo-yo glycémique. Alors, pour ce faire, en plus du régime, on va insister sur la suppression des hypertenseurs alimentaires. Le café, qui en plus qui est un tonique cardiaque tachycardisant, hein, ça donne des palpitations, l'alcool sous toutes ses formes, le tabac et puis la réglisse, qui est un gros hypertenseur. Et on va demander aux patients de combattre la sédentarité, on va lui demander de faire 20 minutes d'exercice physique à renouveler 3 fois par semaine. Alors le critère pour que l'exercice physique soit efficace, c'est d'être un peu essoufflé. Alors, on ne lui demande pas de faire des choses extraordinaires, hein, mais une petite marche rapide, un petit tour à vélo, un petit peu de natation, etc. C'est souvent très, très bien. Voilà. Donc, on va réduire drastiquement les aliments riches en hydrates de carbone, hein, ainsi que le sel, bien sûr, qui est hypertenseur, et les graisses saturées si possible. Donc ça, les wursts, c'est la fin des wursts. On va encourager au contraire la consommation de légumes verts riches en fibres. C'est ce qui passe le mieux. Et on va instituer un traitement de drainage visant justement à favoriser le travail des émonctoires. Alors, voilà, donc exercice physique. Voilà, alors ça a été démontré, il n'y a pas de souci. Voilà, d'ailleurs, ils reconnaissent que pour chaque kilo perdu, vous pouvez faire baisser votre tension artérielle de 5 à 20 points. Donc, je crois que tout le monde est bien d'accord. La résistance à l'insuline, l'augmentation du tissu adipeux viscéral, l'excès de graisse corporelle augmente les lipides circulants et augmente l'hypertension. Donc, tout ça en bouchant, bien sûr, le lit capillaire. Voilà. Donc, il faut prendre ça faut prendre le temps de l'expliquer au patient et lui dire le problème, ce n'est pas le cœur, hein, c'est la périphérie qui fonctionne mal. Le cœur, lui, il essaie juste de compenser. Alors, amaigrissement, donc bien sûr, le régime diabétique, hein, il faut expliquer aux patients qu'il faudra le faire à vie, hein, parce que, évidemment, c'est souvent des patients prédiabétiques. Dès qu'ils vont remanger normalement, ils vont reprendre du poids et la tension va remonter. Donc, il faut tout de suite qu'ils aient les bonnes habitudes. Et puis, bien sûr, vous allez les aider avec un petit traitement draineur, hein,
Fucus vesiculosus, qui est très riche en iode, et puis graphite, qui est un remède qui va s'attaquer à la stase lymphoïde et qui marche pas mal, en particulier chez les femmes un petit peu infiltrées et un petit peu ralenties en termes de métabolisme. Voilà, c'est un activateur métabolique. Voilà, pour ce qui est du tabagisme, hein, il faut savoir que, en gros, on peut dire, pour simplifier, que le tabac tue un patient sur deux. Voilà. C'est-à-dire le fumeur a 50% de chance de mourir du tabac. Alors, il va mourir soit de problématiques cardiovasculaires, soit de problématiques tumorales, essentiellement. Et puis, quand ce n'est pas le cœur ou les tumeurs, parce que le tabac est oncogène, ça sera par insuffisance respiratoire chronique. Oui, c'est gai. Alors évidemment, il faut que le patient en ait la volonté, il faut l'accompagner. Et comme tous ces arrêts, il faut savoir que le tabac, c'est un dopaminergique. Donc, il va falloir doper le moral de votre patient et vous allez donc demander à le voir un petit peu fréquemment pendant les 3-4 semaines de l'arrêt du tabac. Donc, n'hésitez pas à le faire revenir toutes les semaines, faire le point avec lui de ses difficultés, etc. Et puis, vous pouvez utiliser le complexe Tabacum composé qui contient Robinia, qui est très intéressant. C'est une plante qui ressemble à Nux vomica, et qui contient bien sûr natrum mur et tabacum, qui sont des remèdes de détente nerveuse, et en particulier tabacum qui est un grand remède de vertige et de mal des transports, et de nausées, de mal des transports. Voilà, alors il y a plein de sites voilà, pour le tabac, pour l'arrêt du tabac. Et le tabac est encore plus grave chez les jeunes femmes. On voit, je ne sais pas si vous avez été à la faculté récemment, mais à la faculté, on voit énormément de jeunes femmes qui fument et ça, c'est assez délétère. Donc, si vous pouvez les encourager à arrêter le tabac, c'est bien. Et à faire un petit peu de sport à la place, ça sera vraiment mieux et elles se feront. C'est une autre façon de se faire plaisir. Alors ça, c'est mon chouchou, Epagalène, un grand remède draineur du foie et de la vésicule biliaire, énorme remède des petites constipations, et puis vraiment de tout ce qui est auto-intoxication. Et on va en parler dans le problème de l'hypertension, de même que dans le problème de l'hyperlipidémie, c'est le foie qui est au cœur du problème. Actuellement, en Suisse, on estime pratiquement qu'il y a un Suisse sur deux qui a un foie gras. On appelle ça pudiquement une stéatose hépatique. Et à peu près 30% des femmes aussi ont une stéatose hépatique. Alors, évidemment, on pourra dire que c'est lié au petit blanc et à la fondue moitié-moitié, mais c'est souvent lié, en effet, à une alimentation trop riche et à un surpoids qui est des fois pas énorme, des fois 5 kilos, ça suffit. Le foie est engorgé et il va falloir le relancer. Et Epagalène est vraiment un remède tout à fait remarquable pour régulariser la constipation et les engorgements hépatiques, donc à agir de façon extrêmement active au nettoyage de ce lit capillaire périphérique. Voilà. Alors, si cette constipation est importante, on ajoutera au R7 le R37, qui est très indiqué en particulier dans les constipations de selles sèches, avec spasme. Là, on voit, vous avez Alumina, Bryonia, Lycopodium, qui sont 3 grands remèdes de sécheresse tissulaire, et puis vous avez Nux vomica et Plombum, qui sont 2 grands remèdes de spasmes intestinaux. Voilà. Et ça marche très très bien, c'est très rare qu'il y ait un échec de ces remèdes. On les, évidemment, peut-être pas en première intention, essayez le R7 d'abord, et puis les deux ensemble, pratiquement, ça règle à peu près toutes les constipations. Alors, le R89, il est intéressant.
Eunothera biennis, c'est un complexe qui contient donc l'onagre, hein, et l'onagre est très intéressant parce que c'est une plante qui est très riche en oméga 3 et en oméga 6 et qui a la propriété de lutter contre la sécheresse des tissus. Et c'est une plante aux effets hormonaux. Et vous verrez, si vous avez l'habitude un petit peu de la clinique, que la plupart de ces gens constipés, c'est souvent un symptôme de la sécheresse des tissus. Et d'ailleurs, très souvent, l'hypertension artérielle se développe sur fond de sécheresse des tissus. Donc, quand la peau est sèche, quand les muqueuses sont sèches, eh ben, faites une petite cure de Eunothera biennis. Alors, par ailleurs, la formule contient lécithine, qui est un grand remède du foie et de l'hypercholestérolémie. Juglans aussi est un grand remède des atteintes cutanées suite des problématiques hépatiques. Voilà, donc on a vu cholinceston, hein, voilà, la constipation avec des spasmes, avec des désirs inefficaces, hein, et puis surtout des selles sèches, un petit peu, comme on dit, en crotte de bique. Alors évidemment, le malade vous raconte son problème. Alors son problème, de l'observance de l'hypertension artérielle, on constate qu'un tiers des malades se traitent, un tiers se traite occasionnellement et un tiers ne se traite pas. Pourquoi? Eh bien, parce que ils ne se traitent pas, parce que bon, ils sont mieux quand ils ne se traitent pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a à peu près un patient sur deux qui ne se traite pas correctement. Voilà. Alors, il va falloir, c'est très intéressant, d'associer l'homéopathie à l'allopathie. Et en particulier, dès que la tension est très élevée, hein, c'est-à-dire supérieure à 180, hein, pour un Européen. Alors, je dirais que pour un patient à la peau sombre et d'origine humidité-chaleur, hein, vivant sous les tropiques, on pourra dire que ça sera facilement 200, 220. Voilà. Alors, il va falloir, qu'est-ce qu'on va faire? On va se poser le problème déjà du stress, parce que le stress est très très important au niveau du cœur. Le cœur est vraiment l'organe sur laquelle le système orthosympathique a l'effet le plus évident. Si vous avez une tachycardie, des bourdonnements d'oreilles et des crampes qui sont augmentés dans un contexte émotionnel, eh bien, vous allez pouvoir utiliser des remèdes homéopathiques, comme par exemple arsenicum ou sulfure, qui sont des remèdes qui vraiment vont toucher le terrain du patient. Alors, si vous n'avez pas une idée très précise de ce qu'est ce terrain, eh bien, vous avez un complexe qui est donné pour l'insomnie, mais en fait, qui est un complexe normalisant du système sympathique, hein, en particulier, bien sûr, pour les troubles du sommeil, mais également pour l'émotionnel, je dirais, de façon beaucoup plus générale, pour les phénomènes émotionnels qu'on a du mal à gérer. Alors, la formule est absolument extraordinaire. C'est une formule qui contient à peu près tous les remèdes de l'excitation anormale qui empêche le patient de retrouver le sommeil. C'est une formule qui est vraiment très, très bien. Mais qui est une formule qu'on utilisera pour la détente nerveuse en général. Voilà. Et en particulier pour les phénomènes de tension nerveuse émotionnelle. Alors, en allopathie, comment ça fonctionne? Eh bien, ils ont 7 classes thérapeutiques. La monothérapie est préconisée en première intention, hein, en particulier si la tension artérielle est inférieure à 108/100. Et l'efficacité prouvée de ce traitement est une réaction chiffrée de 15% des coronaropathies et de 40% des AVC. Voilà, ça c'est le gros argument des cardiologues. Hein. Ils disent, mais si vous ne traitez pas, il va faire une coronaropathie et un AVC. Peut-être, mais il faut voir aussi comment on traite et il faut essayer de comprendre quel est le mécanisme, parce que ce n'est pas tout de baisser la tension artérielle, hein, il faut voir ce qu'il y a derrière. Alors, très vite, donc, il va y avoir des phénomènes d'échappement à la monothérapie. Donc, très vite, le cardiologue va utiliser des associations qui seront, par exemple, un diurétique, un bêta-bloquant et un inhibiteur de l'enzyme de conversion, hein,
ou un inhibiteur calcique, un bêta-bloquant et un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Alors évidemment, quand vous avez ces trois grands médicaments ensemble, ben, le cœur est obligé de baisser sa pression. Ça pose problème, hein, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui supportent mal des tensions basses, et donc ils arrêtent ou ils espacent le traitement, enfin ils font un peu n'importe quoi, mais c'est bien naturel puisqu'ils sont plus mal avec un traitement fort. Voilà. Alors il faut savoir en plus que certains traitements intercurrents, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par leur action sur la filtration rénale, peut favoriser la décompensation d'une hypertension artérielle. De même, les corticoïdes, par exemple, vont favoriser le poussée tensionnelle. Alors, le traitement homéopathique n'est pas évident, car nous ne possédons pas de pathogénésie de remède avec prise de tension artérielle. Pourquoi? Parce qu'au moment d'Hahnemann, l'appareil à mesurer la tension n'existait pas. On savait que depuis pratiquement 2 siècles que le sang circulait, mais on n'avait pas trouvé l'astuce de prendre la pression artérielle. Donc, on n'a pas de remède spécifique à l'hypertension artérielle. Donc, on va utiliser, qu'est-ce qu'il faisait autrefois? Il prenait les symptômes périphériques et les symptômes secondaires de cette hypertension artérielle. Et c'est assez clair et ça marche aussi bien. Alors, quels sont ces remèdes? Alors, moi, il y en a un que j'aime bien, c'est le R79, les capsules pour le cœur, qui contiennent 3 remèdes en basse dilution, hein, Allium sativum, l'ail, Crataegus, donc l'églantier, et Viscomalbum. Alors, ces 3 remèdes sont remarquables parce que c'est eux qui vont déboucher le lit capillaire. Et en particulier, Viscomalbum est un déboucheur tout à fait typique, c'est un rajeunissant du lit capillaire. Donc ça, c'est un complément alimentaire qui est tout à fait efficace en prophylaxie de l'hypertension artérielle, hein, quand le sujet a fait une ou deux poussées d'hypertension, puis c'est redevenu à la norme. Il est aux alentours de 130, 150, il est entre 130 et 150. Il a des antécédents familiaux d'angine de poitrine, d'hypertension, de diabète, etc. Donc on le met au régime pour normaliser son poids. Et puis on lui met le R79, c'est le déboucheur du lit capillaire, c'est le traitement de base de l'hypertension artérielle. Alors, un petit peu plus tard, le patient un petit peu plus âgé, vous avez un remède rajeunissant tout à fait extraordinaire, qui est le remède clé de l'artériosclérose. Alors là, on n'est plus seulement sur une montée des chiffres tensionnels, mais on est sur des phénomènes au niveau des artères périphériques, c'est-à-dire on va avoir une diminution de la palpation au niveau des artères tibiales et pédieuses, on va avoir les extrémités froides, on va avoir même des fois un souffle carotidien qu'on entendra à l'auscultation carotidienne. Et puis, c'est un patient donc, qui commence à vieillir littéralement et à avoir une hypertension artérielle chronique, et ceci malgré les associations plus ou moins puissantes. Voilà. Donc, moi je l'utilise beaucoup, hein. En particulier, j'ai remarqué qu'à partir de 85 ans, on peut en donner assez régulièrement. Ça éveille les patients, ça augmente leur concentration et leur mémoire, les vertiges aussi, ça réduit les acouphènes. Donc vraiment, c'est un traitement de rajeunissement de la personne âgée qui commence à avoir un lit vasculaire en mauvais état. Alors, quand on regarde la formule, on ne s'étonne pas que ça marche bien. Il y a arnica, grand remède du cœur et des vaisseaux. On a Baryta mûr, qui est comme Baryta carme, un grand remède de vieillissement hormonal et vasculaire. Conium, qui est un satellite d'Orum, donc un remède de fibrose tissulaire. Caliode aussi. Glonoïne, qui est un remède de bouffées hypertensives et de bouffées de chaleur. Et puis Phosphorus et Plombum, qui sont des remèdes de décompensation du tissu nerveux et du tissu vasculaire avec l'âge. Donc, très très bon retour de tous les patients que j'ai mis
au R12. Et ça, c'est la famille. Le patient, souvent, il ne s'en rend pas compte, mais la famille me le dit. Il est beaucoup plus éveillé, il fait beaucoup plus de choses, il a retrouvé une autonomie. Enfin, vraiment, c'est assez spectaculaire. Et il n'y a pas de contre-indication. Voilà, ça, c'est la formule de Allium sativum composé. Donc là, on va retrouver l'ail, hein, on va retrouver le citron, on va retrouver le caliote qui est un antifibreux, califose qui est un dopant de la cellule nerveuse, et puis valériana qui est un décontractant. Donc ça, c'est une formule aussi qui marche pas mal. Je pense qu'il doit marcher mieux chez les jeunes, hein, alors que le R12, c'est vraiment pour la personne âgée en présénescence. Voilà, alors on revient sur, on revient sur l'infarctus, donc on en a parlé déjà, donc c'est tout bon, on peut passer. Voilà, on a parlé de Theta aussi pour l'élément névrotique. Alors, très intéressant aussi on a parlé donc du R7, mais on a parlé de l'adjuvant des cures d'amaigrissement, hein, je vous ai dit. Alors, c'est intéressant, COFEA, le café, l'alcool, hein, les tranquillisants, le tabac, voilà, donc ça contient donc des remèdes. On pourra passer un ISO du toxique, hein, s'il prend trop de café. Alors j'ai vu des gens qui prenaient jusqu'à 20 ristraight par jour, hein. Donc évidemment, ils ont des poussées hypertensives et des poussées de tachyarrhythmie, hein. Voilà. Donc, on l'a vu aussi, fucus vesiculosus et graphite, donc infiltration et une petite tendance à l'hypothyroïdie, donc ralentissement mental, ralentissement des réflexes, etc. Voilà. Alors, il faut savoir que dans l'infarctus, les signes ne sont pas vraiment les mêmes chez l'homme et chez la femme. Donc, chez l'homme, il y aura surtout des douleurs thoraciques. Ces douleurs vont irradier au niveau des mâchoires et au niveau des bras, des épaules, du cou, et un essoufflement. Alors que chez la femme, ça sera beaucoup plus souvent un étourdissement, des sensations de brûlure d'estomac, des nausées, des vomissements, des sueurs froides et une fatigue inhabituelle. Alors ça, c'est très intéressant, ça se voit aussi chez l'homme d'ailleurs. Très souvent, ça ressemble beaucoup à une crise, au fait qu'une douleur d'estomac et avec des vomissements. On va dire, mais qu'est-ce que tu as mangé? Vraiment, tu as une colique hépatique, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, quelqu'un qui se plaint de douleur d'estomac, pensez à un infarctus. Ça, il ne faut pas le rater, surtout s'il y a étourdissement, s'il y a essoufflement, etc. S'il y a une fatigue inhabituelle, bien sûr. Alors, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que l'angine de poitrine et l'infarctus qui donnent des douleurs thoraciques. Alors, il faut faire le tour des autres douleurs. La péricardite, alors ça, c'est une douleur tout à fait typique qu'on voit chez les jeunes, essentiellement, souvent fébrile, hein, et donc il y a de l'eau dans le péricarde, et en fait, c'est le péricarde plein d'eau qui va compresser le cœur. La solution, c'est de faire une échographie et puis d'aller ponctionner le péricarde. Donc, on va sortir l'eau du péricarde et les douleurs vont disparaître. Malheureusement, ce qu'on voit souvent, c'est que il y a des gens qui font des péricardites sèches et qui ont des douleurs thoraciques, souvent répétées, par simplement des petites lames liquidiennes, mais le phénomène inflammatoire est beaucoup plus important à ce moment-là que le phénomène liquidien. Et donc, on voit des gens de la quarantaine ou de la cinquantaine avec des péricardites subaiguës, hein, et qui sont bien embêtantes à traiter. Alors, évidemment, on va utiliser des remèdes, grands remèdes de la péricardite. Bien sûr, ça sera Apis, hein, Brione, etc. C'est des grands remèdes de l'eau dans les séreuses. Deuxième cause de douleur thoracique, la dissection aortique. Alors ça, c'est autrement plus grave, hein. La paroi de l'aorte se décolle et se remplit de sang. Il va y avoir une violente douleur qui va se prolonger jusque dans le dos et dans le bassin et dans le membre inférieur.
C'est gravissime, vous appelez l'ambulance tout de suite, hein, vous appelez le 114 tout de suite, et puis vous l'évacuez en urgence. Si on n'opère pas le patient tout de suite, il risque de mourir. Alors, si vous avez un remède à donner, là, c'est arnica. Et personnellement, j'ai sauvé un patient comme ça avec arnica, donc ça lui a permis d'attendre la chirurgie. La dilution n'a pas d'importance, hein. Vous donnez toutes les dilutions que vous avez sous la main, mais donner arnica, il faut protéger le cœur. L'embolie pulmonaire, ça c'est difficile, c'est des douleurs thoraciques avec tout et une petite dyspnée, ça ressemble à une bronchite. Et en fait, la cause, ben, c'est souvent un petit caillot qui va migrer, un petit caillot, donc c'est souvent des femmes avec des varices, hein, ou avec une périphlébite. Et ce petit caillot va migrer, il va se bloquer, il va traverser le cœur droit, il va se bloquer dans les poumons, et puis donc le poumon va se remplir d'eau et le patient va avoir mal, va tousser, va cracher, va avoir du mal à respirer. Et on voit souvent ces patients arriver avec un traitement antibiotique, hein, donné par un confrère, et en fait, le traitement antibiotique qui ne fonctionne pas, parce qu'évidemment, le problème n'est pas infectieux. Donc là, le traitement, eh bien, c'est de le mettre aux anticoagulants et en particulier à l'héparine. Alors, sous héparine, ben, ça régresse très vite et le patient est sauvé. Si vous ne faites pas ça, gros problème médico-légal. Alors, il y a toujours un contexte, hein, le patient est sous plâtre, il y a un alitement prolongé, il y a un antécédent de phlébite ou même un cancer. Hein. C'est une façon que les cancéreux ont de mourir parce que vous savez que beaucoup de cancéreux meurent de complications vasculaires. Voilà. Alors, on l'avait vu aussi, mais on va le redire, ce n'est pas inutile. Le remède de première intention des troubles cardiaques d'origine nerveuse, donc c'est le R2, hein, qui contient donc aconite, arnica, aurum, cratégus, hein, tous les grands remèdes de l'insuffisance cardiaque et des douleurs cardiaques. Donc ça, c'est une base. Alors, le R3, c'est déjà un petit peu différent. Là, le patient a un angor sur hypertension, ça se voit très souvent. Et on sera amené donc à ce moment-là à utiliser un remède de décompensation cardiaque qui est le R3. Alors là aussi, là on va retrouver arsenic, hein, qui est un remède de difficulté à se détendre. On va retrouver Kalium Carb, qui est un grand remède d'insuffisance cardiaque. Alors les symptômes de Kalium Carb, ils sont très intéressants. C'est des troubles du rythme, un peu n'importe comment. Et puis surtout, le patient est dyspnéique et il a un petit symptôme qu'il faut rechercher, c'est-à-dire que tous les aliments se transforment en gaz. Donc il est ballonné, ça le gêne considérablement, et ça, c'est une origine vasculaire. Calmia, c'est un remède de douleur névritique, hein, et d'irradiation. Alors on pourra utiliser des remèdes en fonction de l'irradiation de la douleur, hein. Aurum, bien sûr, à gauche, Aurum cactus et l'achésis à gauche. À droite, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus dysneurotonique, Lilium tigrinum, hein, qui est quand même un grand remède de manifestation hystérique, et même Phytolacca, qui est un remède qu'on oublie souvent, on l'utilise beaucoup dans les phénomènes d'inflammation de gorge, mais qui est un grand remède de douleur dorsale à irradiation antérieure. Hein, en neurologie, on dit que en fait, toutes les douleurs antérieures ont une origine postérieure et toutes les douleurs postérieures ont une origine antérieure. Alors, il y a des douleurs en rayon de roue, hein, on pensera à oxalique acide. Naja, alors Naja, c'est un remède absolument extraordinaire, mais il est caractéristique des cardiopathies, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un trouble d'une valvule du cœur. Et donc, il y a une sensation de mort imminente et Naja les détend énormément et en particulier fait céder les sueurs froides. La douleur peut être transfixiante. Alors, quand on dit transfixiante, ça veut dire que c'est une douleur de type coup de poignard qui traverse de part en part. Et là, on va utiliser Cuprom, bien sûr, qui est un grand remède de douleur crampoïde, et surtout l'Atrodectus, qui est le
grand remède de l'angor grave, qui est la veuve noire, Latrodectus, qui est un angor ischémique avec troubles respiratoires et froideur des extrémités. Alors, c'est la froideur des extrémités qui signe l'hypotension qui accompagne la crise d'angor. Voilà. Alors, l'infarctus, un patient sur deux a moins de 65 ans et il y a une mortalité de 10% à 5 jours. Voilà. Alors évidemment, nécrose du myocarde d'origine ischémique, classiquement due à une thrombose coronarienne greffée sur une artériosclérose. Alors là, il y a l'athérome, fait le lit de l'infarctus, mais on reconnaît qu'il y a un profil psychologique particulier à ces malades. Ce sont des hyperactifs, soumis à des responsabilités et à des stress continuels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une plaque d'athérome qui va progressivement boucher les coronaires. Alors, cette plaque d'athérome, on a voulu faire croire à tout le monde que c'était du cholestérol. En fait, quand on prend les plaques d'athérome et qu'on les dissèque et qu'on mesure la quantité de cholestérol, ça ne dépasse jamais 10 à 15%. En fait, les plaques d'athérome sont faites de fibrine. Et la fibrine, eh bien, c'est un cicatrisant d'une inflammation de bas grade. Donc, en fait, on peut dire que l'artériopathie angoreuse, l'artériopathie d'infarctus, c'est la conséquence cardiaque d'une inflammation de bas grade et pas tellement d'une problématique de cholestérol, parce que d'ailleurs, on le voit bien, il y a un infarctus sur deux qui a un cholestérol normal. Donc, certains auteurs proposent une nouvelle éthiopathogénie de l'infarctus. C'est une nécrose primitive du myocarde. La thrombose ne serait qu'un phénomène secondaire à une atteinte organique primitive. Alors, l'infarctus touche le cœur gauche dans 99% des cas, car celui-ci est 2 à 3 fois plus épais que le cœur droit. Ça dépend aussi la zone de l'infarctus. Il y a des zones, quand l'infarctus touche ces zones-là, eh bien, le malade a beaucoup de chances d'y passer. Donc là aussi, on va faire un électrocardiogramme et sur la lecture de l'électrocardiogramme, on pourra faire un pronostic. Très souvent, ces patients ont une hyperuricémie, une insuffisance hépatique ou rénale. Donc là aussi, ça ne va pas se limiter à réoxygéner le cœur. Il y a d'autres problèmes, et des problèmes en particulier qui sont liés à l'acidose localisée sur sécheresse tissulaire. Voilà, donc R3, donc problème de faiblesse cardiaque. Donc là, c'est le malade qu'on a récupéré à la sortie de son infarctus. Et donc, on va à ce moment-là lui soutenir le cœur avec les remèdes qu'on a vus tout à l'heure et qui sont tout à fait efficaces. Et personnellement, je ne vois pas tellement de gens post-infarctus parce qu'ils sont très, très coachés par les cardiologues, mais il arrive qu'il y en a qui viennent, qui s'échappent, et à ce moment-là, on voit le bon effet des complexes Reykjavik. Alors, autre problème intéressant, la rutavine, qui est un complexe de traitement des inflammations des tissus, en particulier veineux. Donc, on va l'utiliser dans tout ce qui est hématome, dans tout ce qui est varices et dans tout ce qui est en particulier souffrance vasculaire de type thrombose, de type embolie, risque embolique. Et puis, bien sûr, c'est le traitement de base des ulcères de jambes. Voilà, la rutavine. Alors, vous voyez, vous comprenez bien, il y a arnica, il y a belladone comme anti-inflammatoire, il y a calendula qui est un cicatrisant cutané, echinacea qui est un antiseptique, amamélis qui est le grand remède des stases veineuses des extrémités, en particulier chez les femmes, et ruta qui est un grand remède des tendons et également de la paroi veineuse.
L'insuffisance cardiaque, donc ça c'est l'évolution en général d'infarctus à répétition ou de valvulopathie non équilibrée. Et à ce moment-là, bien sûr, quand vous avez identifié la cardiopathie en cause, nous, on aura surtout, alors évidemment, bon, le patient il va être très pris en charge par les spécialistes qui vont lui mettre un pacemaker s'il a un rythme trop lent, qui vont lui brûler des foyers s'il a des troubles du rythme ou une tachyarrhythmie ingérable. Donc, ils vont monter une sonde jusque dans le cœur et ils vont brûler à coups de micro-ondes un foyer excitant anormal. Ils vont remplacer une valve. Donc, si vous voulez, la cardiologie est devenue beaucoup plus interventionniste. Et puis, surtout, maintenant, on va mettre des stents, c'est-à-dire qu'on va mettre des petits ressorts qui vont tenir les vaisseaux ouverts. Et donc, on n'aura plus cette problématique de blocage en un point particulier du lit coronaire. Alors, ceci dit, cette méthode des stents, elle a une limite, et en particulier, c'est la microangiopathie diabétique. Parce que dans la microangiopathie diabétique, eh bien, le bouchage ne se fait pas sur les gros vaisseaux, mais en périphérie au niveau du capillaire. Et donc, on ne pourra pas mettre de stent. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont porteurs d'un nombre considérable de stents. J'en prendrai pour exemple Depardieu, hein, je crois qu'il en est à son 6 ou 7e stent. Ce n'est pas pour autant qu'il a perdu du poids et qu'il a arrêté de boire. Donc, malheureusement, le stent, le pouvoir de survie du stent est quand même limité, hein, il faut être raisonnable. Alors, il faudra être très précis pour attribuer l'insuffisance cardiaque à une cause sur laquelle nous, on ne va pas agir sur l'insuffisance cardiaque directement, on va surtout agir sur les causes. Donc, une insuffisance coronarienne, hein, il y a une cardiopathie ischémique et même parfois un infarctus récent, souvent silencieux, une hypertension artérielle, hein, alors d'origine rénale, on pourra proposer une chirurgie, ou suite à l'arrêt brutal d'un traitement hypotenseur, hein, une valvulopathie, une embolie pulmonaire, donc là qu'il faudra traiter, hein, et puis explorer la présence d'une cause, du phlébite des membres inférieurs, un micro-cancer, etc. Un trouble du rythme qui se prolonge, fibrillation auriculaire, bradycardie par bloc auriculo-ventriculaire, etc. Une endocardite infectieuse, alors là, on n'en voit plus parce que heureusement maintenant, on fait des cultures, des hémocultures, et puis on a des antibiotiques quand même assez spécifiques. Donc, mais il faudra y penser en particulier s'il y a décompensation d'une insuffisance cardiaque en présence d'une infection bronchopulmonaire. Et puis, classiquement, bien sûr, il faut toujours y penser quand il y a un foyer dentaire. Et puis, d'autres causes plus rares peuvent être évoquées. Une péricardite constrictive, on en a parlé. Une myocardiopathie, donc ça, le cœur va s'hypertrophier de façon complètement anormale, hein, et malheureusement, on ne sait pas faire grand-chose dans ces cas-là. Le myxome de l'oreillette, hein, là aussi, il y a une espèce de kyste qui va se développer dans l'oreillette gauche. L'hyperthyroïdie qui nécessitera d'être traitée. L'hémochromatose qui va vieillir prématurément les vaisseaux. Certaines maladies du collagène. Les cardiopathies nutritionnelles, hein, comme la microangiopathie diabétique, l'alcoolisme, le beriberi. Heureusement, en Suisse, on ne voit pas beaucoup de beriberi. C'est une carence en vitamine BA. Voilà, donc si vous voulez, il va falloir le travail du praticien avant de se lancer dans la thérapeutique, c'est vraiment de faire le point de ce qui se passe. Alors, donc, le système régine-angiotensin-aldostérone, c'est la base de la régulation de l'insuffisance cardiaque, on en a parlé tout à l'heure. Hein. On a parlé aussi des défaillances cardiaques droites, en particulier par sténose valvulaire, hein, et au contraire de la défaillance cardiaque gauche. Et je vous ai dit en prélude que ces deux défaillances cardiaques donnaient des symptômes différents, mais se traitaient souvent un peu de la même façon parce qu'il va falloir soit corriger bien sûr une valve défaillante ou corriger une embolie ou essayer de comprendre quelle est la cause
d'un muscle cardiaque qui ne fait plus son travail. Voilà. Alors, au fur et à mesure de l'évolution, les phénomènes vont se télescoper. La défaillance cardiaque gauche va se doubler de signes de défaillance cardiaque droite, avec apparition d'œdème malléolaire, d'une hépatomégalie qui rend compte de l'hypertension pulmonaire secondaire, de rétention hydrosodée persistante, le malade va avoir les jambes qui gonflent, et dans tous les cas, repos physique et moral, régime hydrosodé, et au stade de l'insuffisance cardiaque avérée, les remèdes suivants à ce moment-là seront indiqués. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser Vernadon, R58, donc avec là qui contient les grands tonies cardiaques, Adonis vernalis, qui est une... que je ne dise pas de bêtises. C'est une renonculacée. Convallaria maïdis, ça c'est celle qu'on offre au 1er mai. Cratégus, Digitalis, Helleborus niger. Alors, Helleborus niger, l'Hellebors, qui est aussi une renonculacée, c'est un remède qui ressemble un peu à opium, c'est-à-dire il éveille le malade. Et puis, Urginea maritima, c'est aussi un remède tonicardiaque. Donc là, on a un complexe qui va falloir doser d'ailleurs, parce qu'il est assez puissant. Et c'est un remède de soutien des cœurs insuffisants et qui ne sont pas suffisamment soulagés par le traitement classique, ou lorsque le traitement classique a des contre-indications ou a des effets secondaires. Alors actuellement, il y a un certain nombre de remèdes allopathiques de l'insuffisance cardiaque qui marchent pas mal d'ailleurs, mais qui ont des effets secondaires, en particulier au niveau de l'œil, au niveau de la thyroïde, etc. Et on pourrait être amené à faire une substitution, bien sûr, avec l'accord du médecin, si vous n'êtes pas de médecin vous-même. Voilà, ça marche bien. Alors après, là, c'est le stade, je dirais, supplémentaire. C'est quand vous avez une hypotension avec des malaises, des syncopes. Voilà. Et là, on a les grands remèdes de la syncope, camphora, carbovège. Carbovège, camphora, c'est les deux grands remèdes des membres froids et du risque de syncope. Et puis, vous avez ammonium carb, qui est un grand remède, justement, de l'insuffisance rénale avec répercussion cardiaque. Tabacum, qui est un remède de sensation vertigineuse, de vomissement, etc. Et puis, Veratrome, qui est le vératre, une petite plante qui ressemble de nos montagnes, qui ressemble d'ailleurs à la Suze, à la gentiane, mais qui est extrêmement toxique et qui est un très bon tonicardiaque. Voilà. Alors, en cas de, évidemment, alors quand les choses se dégradent trop, eh bien, les allopathes, si le sujet est suffisamment jeune, et si le sujet est très motivé, on va lui proposer une greffe du cœur. Alors, aux États-Unis, ils ont une règle, c'est qu'ils ne proposent de greffe du cœur qu'aux gens mariés. Alors, ça vous paraît un peu bizarre, mais en fait, c'est tellement douloureux, c'est tellement invalidant, que si vous avez quelqu'un qui ne vous tient pas gentiment la main 24 heures sur 24, vous vous jetez par la fenêtre. Voilà. Donc, c'est une constatation qu'ils ont faite. Donc, ils ont repris toutes les statistiques des greffes cardiaques et maintenant, ils refusent de faire des greffes cardiaques aux gens qui ne sont pas en couple. Voilà, c'est amusant comme décision. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme taux de survie des greffes cardiaques? Maintenant, on a quand même des médicaments anti-rejet qui sont relativement bien tolérés et assez efficaces. Et bien, on a quand même un taux de survie de 70% à 5 ans, ce qui est quand même extrêmement bien. Et on voit assez régulièrement des malades qui survivent 10 ans, et même des malades qui bénéficient d'une deuxième greffe du cœur. C'est-à-dire le premier cœur greffé ne marche pas bien, et donc on leur en remet un deuxième. Alors, le problème qui se pose, c'est la volonté du patient et l'intérêt que le patient a pour la vie. Donc, il faut être très motivé, il faut avoir envie de vivre pour ses enfants, pour son boulot, pour
pour plein de choses et supporter des traitements et des interventions extrêmement lourdes. Donc là aussi, ça se discute. Et alors, c'est très intéressant parce qu'on a fait, en particulier, les Américains ils ont fait des mises en bypass de cœur mécanique. Hein, c'est-à-dire, on vous laisse votre cœur et on vous met parallèlement un cœur-poumon, parallèlement à votre cœur. Et ils se sont rendus compte qu'au bout d'un mois ou deux, eh bien, le cœur auquel on n'a pas demandé d'effort, votre cœur d'origine, souvent, eh bien, il s'était reconstitué, il était capable de reprendre le dessus. Et à ce moment-là, on vous débranche de votre cœur artificiel. Voilà. Ça, c'est la pointe de la pointe, mais enfin, bon, il faut savoir que ça existe, même si ça reste exceptionnel. Voilà, alors évidemment, on est dans le cas d'une maladie chronique grave et que tout aggrave. Donc, on doit se poser la question d'un nosode. Vous savez que les nosodes, c'est les remèdes des situations qui sont bloquées. Et donc, on va bien sûr essayer de réfléchir et de voir si c'est un patient dépressif et frileux, si au contraire, c'est un patient qui est plein d'eau et angoissé, si au contraire, c'est un sec insomniaque, voir si on passe un nosode, qui pourra tout à fait débloquer la situation. Voilà. Ainsi, par exemple, une tachycardie paroxystique, qu'on appelle aussi maladie de Bouvray, déclenchée par la digestion dans un contexte de sinusite chronique d'eczéma ou de sciatique récidivante, peut être améliorée par médorinom. Alors, les troubles vasculaires périphériques, on va retrouver la même chose, les plaques athéromateuses. Donc, la présence d'un stress oxydatif avec un excès de fibrose, un peu de lipoprotéines, mais surtout beaucoup de fibrose, avec des altérations pariétales et les mêmes facteurs de risque, l'âge, le sexe, l'obésité, la sédentarité, l'hérédité, le diabète, le cholestérol, la goutte, l'alcool et le tabac. Alors, il faut savoir que le cholestérol, on l'a beaucoup diabolisé, mais en fait, le cholestérol est souvent un marqueur du diabète. Et très souvent, le cholestérol augmente 5, 10, 15 ans avant que le diabète se révèle. Donc moi, personnellement, les excès de cholestérol, je les prends comme un facteur révélateur d'un diabète qui est en train de s'installer. Voilà. Alors ça, c'est comment on met un stent sur un vaisseau en périphérique. Alors on peut faire une angioplastie au ballon. Et puis, bon, maintenant, autrefois, on faisait des bypass, on faisait plein de choses. On faisait des adrénalectomies, on faisait des sympathectomies lombaires, on faisait plein de choses. Mais maintenant, la pose d'un stent est très simple et très efficace, donc ça a pratiquement remplacé à peu près toutes les méthodes. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose chez ces patients qui ont des troubles circulatoires périphériques? Bien sûr, on va traiter les causes. Donc, on va leur faire perdre du poids, arrêter l'alcool et le tabac, qui sont la cause principale. C'est ce qu'on appelle les pathologies alcoolotabagiques. Et puis, on utilisera le R63, qui contient donc cuprom, donc grand remède de spasme, crampoïde, sécalécornutum, l'ergot de seigle, qui est un vasodilatateur périphérique, tabacum, et puis vératrum qui est un tonique cardiaque bien connu. Et donc, et puis on va surveiller, bien sûr, en palpant des deux côtés, en les comparant les tibiales postérieures et les pédieuses au niveau des pieds et des chevilles, et puis bien sûr en demandant aux malades d'observer ce qu'on appelle le périmètre de marche, c'est-à-dire est-ce qu'il peut marcher 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres sans avoir mal et sans être obligé de s'arrêter. En principe, si le remède fonctionne bien, s'il suit vos préconisations, son périmètre de marche va augmenter. Voilà, donc Jodine, mon petit chéri pour le vieillissement. Le R79, donc le traitement du lit capillaire périphérique qui est essentiel. La rutavine, plus pour les femmes et plus parce que les femmes elles ont des problèmes artériels, mais souvent un petit peu plus tard que les hommes. Par contre, à la place, elles ont des problèmes veineux, souvent un petit peu plus tôt que les hommes. Donc là aussi, il y a un petit problème de genre qu'il faut prendre en compte. C'est très à la mode, les problèmes de genre.
Alors évidemment, on ne peut pas parler des maladies cardiovasculaires sans parler de la sclérose cérébrale, hein, et des affections cérébrales d'origine vasculaire. Alors il y a deux grands types d'atteintes vasculaires cérébrales. Il y a l'ictus blanc ischémique, c'est-à-dire là il y a un spasme du vaisseau qui fait que la sténose va donner des risque de donner des troubles aigus, hein. Le malade va faire des absences, le malade va faire des pertes de force qui pourront aller même jusqu'à la paralysie. Et alors, évidemment, on va chercher la principale cause, c'est un trouble du rythme au niveau des oreillettes, hein. Il y a une fibrillation auriculaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des micro-cailloux qui vont passer dans les carotides et qui vont boucher le lit capillaire cérébral. Donc là, il faudra mettre en place un traitement antiplaquettaire. Le traitement le plus simple, c'est l'aspirine cardio. Et puis, qu'est-ce qu'on pourra proposer, nous? On pourra proposer, en dehors d'un épisode aigu, des troubles séquelles de ces petits accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire des troubles de l'équilibre, hein, des sensations donc, de vertige, liées à l'ischémie cérébrale, hein, et en particulier la sensation erronée du corps ou des objets. Et ça, on le voit en faisant des tests en particulier de mobilité, pour pouvoir, par exemple, que le sujet touche une partie particulière de son corps, s'il le fait plus ou moins vite, plus ou moins facilement, etc. Voilà. Et c'est aussi d'ailleurs un remède d'une ménière, Théridion, qui est un insecte, qui est, je crois même une petite araignée, ce n'est pas un insecte, hein. Et alors, Théridion, c'est intéressant, il y a un petit symptôme de Théridion que j'ai retenu de mon maître Schmitt, c'est des gens qui ont une aggravation terrible quand ils descendent un escalier, quand ils prennent l'ascenseur pour descendre, par exemple, ils sont extrêmement mal. C'est très curieux comme petit symptôme. Vous pouvez toujours poser la question au patient. Voilà, donc là-dedans, on a Coculus, pardon, on pourrait revenir au précédent. Voilà, on a Coculus qui est un grand remède du burn-out, hein. Argentum nitricum qui est un remède justement d'excitabilité nerveuse et de troubles agoraphobiques, hein. Conium qui est un remède de sclérose vasculaire et corticale, et puis Théridion, donc grand remède de vertige. Voilà. Pour ce qui est des troubles du rythme, on va retrouver notre Orin, hein, avec Digitalis, qui est le grand remède donc des cœurs lents, et puis Spigelia, qui est le grand remède des tachyarrhythmies d'origine nerveuse, hein, et souvent d'ailleurs associé à des migraines ophtalmiques. Voilà. Alors, l'anémie, alors ça c'est très intéressant parce que on n'y pense pas, et en effet, souvent, les femmes ont un trouble du métabolisme du fer. D'abord, bien sûr, parce qu'elles ont des règles qui peuvent être trop rapprochées, trop longues, trop abondantes, et puis aussi souvent parce qu'elles sont végétariennes, végétaliennes ou même véganes. Et donc là, le métabolisme du fer, il va souffrir du fait, bien qu'il y a une grosse anémie. Et donc, qui dit anémie dit ischémie tissulaire. Donc, tout un tas de symptômes de vertige, de fatigue, de faiblesse, etc. Donc, et puis d'épuisement nerveux également. Voilà. Donc, il va falloir contrebalancer cette hypotension, hein. Donc, le remède contient du fer, mais pas en énorme quantité. On va lui conseiller de prendre, alors si elle n'est pas végétarienne, de prendre du boudin noir et puis de la viande rouge, hein, qui sont les deux aliments qui contiennent le plus de fer. Si elle est végétarienne, on va lui conseiller de prendre de l'ortie, de prendre tout un tas de complexes qui sont assez riches en fer. Et puis là, on va utiliser donc le grand remède des manifestation anémique qui est China. Voilà. Et puis bien sûr, on va donner sulfure, qui est un remède de stagnation, arsenicum iode, qui est un remède de tension nerveuse et de sclérose vasculaire. Enfin,
c'est un remède que j'utilise volontiers en cas de manifestation post-anémique. Puis bien sûr, il faudra traiter la cause, évidemment. Est-ce que c'est une cause? Alors, il y a encore, une autre cause dont on n'a pas parlé, mais qui est intéressante, c'est la maladie de Birmer, qui est une maladie auto-immune de l'estomac, hein, et qui bloque l'absorption du fer dans l'estomac, mais elle est heureusement assez rare. Voilà, alors ça, c'est associé au précédent, hein. Le R44, ça, c'est le grand maître des hypotensions. Alors, autant on voit beaucoup d'hypertension, autant on ne voit pas tellement d'hypotension. C'est souvent le cas des jeunes. Et donc, là aussi, on va utiliser l'Orocerasus, le laurier cerise, hein, qui contient de la strychnine, hein, Oleander, qui est le laurier, hein, donc, et Cytisus, qui est un remède qui est une fabacée et qui va régulariser la tension également. Voilà. On l'utilisera donc dans les cas d'hypotension et puis dans les cas de malaise, de vertige, d'hypotension. Voilà. C'est très intéressant parce que l'allopathie n'a pas tellement de traitement dans ces cas-là. Donc là, l'homéopathie est souvent salvatrice. Les troubles du rythme. Alors là aussi, il faut préciser quel type de troubles du rythme. Alors là-dedans, vous avez, c'est très intéressant, moi il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'Eonorus cardiaca. C'est les troubles du rythme de la ménopause. Vraiment tout à fait typique. Iberi-Samara aussi, qui est un grand remède de tachyarrhythmie, et en particulier avec troubles digestifs. Voilà, donc, alors là aussi, il faut avoir un diagnostic précis, hein, on peut pas... c'est le cardiologue qui va déterminer s'il y a un foyer sur l'oreillette sur laquelle il faut intervenir ou autre. Mais en première intention, ça soulage bien le malade. Voilà, les extrasystoles. Alors, il ne faut pas confondre les troubles du rythme avec les extrasystoles. Les extrasystoles, ce sont des battements du cœur anormaux qui vont se superposer au rythme normal. Voilà. Et elles sont généralement d'origine nerveuse ou digestive, hein, les extrasystoles. Elles peuvent être toxiques. On en voit beaucoup d'extrasystoles dans l'hyperthyroïdie. On en voit pendant la grossesse, on en voit pendant la ménopause, on voit des extrasystoles d'effort ou à la suite de prise d'excitants. Alors là, évidemment, le traitement, ça va être un traitement étiologique, hein, évidemment. Les varices, alors là aussi, il faut bien comprendre que les varices, c'est un problème qui est lié aux valvules anti-retour entre les veines profondes et les veines superficielles. Donc, c'est un problème d'état des valvules, des perforantes, c'est les valvules des perforantes. Donc, on classe ces varices en différents stades, stade de la lourdeur, de l'apparition des varices, les troubles trophiques, la dermitocre, et puis finalement l'ulcère de jambe avec une nécrose tissulaire par hypoxie des tissus, en particulier au niveau de la malléole, un petit peu au-dessus de la malléole interne, sur un point d'acupuncture qui est le cisrate. Alors, le terrain propice, très souvent, c'est familial. Et puis, il y a une perte d'élasticité de la paroi vasculaire. Alors, on va utiliser calcarea fluor, silicea, pulsatilla. On va utiliser aussi des remèdes de congestion locale, hein, à Aesculus, chez les hommes en particulier, Amamélis et Ferronphos, chez les femmes. Et puis, on va essayer de traiter le foie avec des remèdes comme Cardus, Marianus, Sepia, et chez les hommes plutôt Lycopodium et Berberis s'il y a une lithiase. Voilà, donc pour les varices R42, hein, donc on retrouve les remèdes dont on a parlé tout à l'heure, avec en particulier Sécalé-Cornutum, qui est un vasodilatateur périphérique, qui est assez efficace. Je me rappelle quand j'étais jeune installé, j'avais les laboratoires Sandoz qui m'avaient demandé de faire une petite étude sur les patients de variqueuse avec la dihydroergotamine. C'est Sécalé-Cornutum, la dihydroergotamine. Et en effet, ça soulage les jambes lourdes. Alors, très intéressant dans la formule, vous avez Vipera.
qui est le grand remède homéopathique des phlébites. Et donc, le risque de phlébite, la périphlébite avec le risque d'embolie, c'est Vipera. Donc là, vous voyez, vous êtes protégé avec Vipera. Voilà, donc, en effet, donc là aussi, le facteur immobilisation est capital pour le développement d'une phlébite avec le risque de l'embolie. Voilà, donc on retrouve le R42, et auquel on va ajouter le R55 qui va tonifier la paroi veineuse et qui va éviter justement qu'il y ait des... Alors très souvent d'ailleurs, les varices, on se les cogne, on se fait des hématomes autour, etc. Et c'est le point de départ d'un ulcère de jambe. Donc les deux auront une très très bonne synergie, le R42 et le R55, pour tout ce qui est la circulation veineuse et les risques encourus de cette circulation veineuse. Alors, même chose. Donc, alors, ceci dit, là aussi, il faut se poser des questions fondamentales. Quelle est la cause des phénomènes de l'ulcère variceux? Alors, il y a des ulcères variceux chez des gens qui sont très différents. Vous avez des petites mamies maigres et sèches qui ont des ulcères variceux. Donc là, la cause, c'est un vide de sang, comme avec sépia, par exemple, ou un vide d'eau, comme avec Costicum. Donc là, évidemment, il va falloir jouer sur ce phénomène d'eau ou de sang, si on veut stabiliser les choses un peu durablement. Au contraire, vous avez des femmes qui ont des problématiques de trop-plein, plénitude de sang, par exemple l'achésis, avec une chaleur. Dans les deux cas, il y aura chaleur, c'est-à-dire un phénomène inflammatoire, ou plénitude de lymphe avec pulsatilla. Voilà. Donc là aussi, hémovenin, donc on va couvrir un petit peu tout le spectre avec Aesculus, donc qui est un satellite de sulfure, Calcarea fluor qui va tonifier la paroi veineuse, Amamélis qui va limiter les stases, donc Pulsatilla qui va agir sur la stase lymphatique, Sécalé cornutum qui est un vasodilatateur, Cardus marianus qui est un draineur de sépia, et puis Vipera qui va éviter la phlébite. Vous avez remarqué, j'en profite pour vous faire un peu réviser votre matière médicale. Ce n'est pas inutile quand même. Ce n'est pas parce que vous avez des complexes qui marchent bien qu'il ne faut pas de temps en temps se replonger dans la matière médicale. Il y a des trésors dans cette matière médicale. Alors là aussi, bien sûr, il va falloir traiter la peau, parce que la peau est fragile, elle est abîmée, et il va falloir essayer d'avoir un effet justement pour tonifier la peau et éviter l'ouverture de l'ulcère et l'infection de cet ulcère. Alors, vous avez en particulier l'héparsulfure, qui est un grand remède justement des congestions présuppuratives, Juglans regia, qui est la noix, qui est un grand remède du foie, mais également de la peau et des phénomènes de stase vasculaire, Sarsaparilla, qui est un remède de cloque et de fragilité vasculaire périphérique, et puis Scrofularia nodosa, qui est un grand remède également, qui est une pathogénésie de rectite, mais aussi qui est une pathologie de stase lymphoïde. Voilà, et puis anthracinum, si vraiment vous avez une suppuration chronique. Voilà, alors ça c'est un dialogue classique. Le patient, il vous dit, si je fais tout ce que vous me conseillez, est-ce que je pourrais vivre plus longtemps? Alors, tout ce qu'on peut leur dire, c'est que les statistiques sont en votre faveur, mais ce qu'on peut vous assurer, c'est que ça vous paraîtra beaucoup plus long, malheureusement. Voilà, alors vous avez plein de bibliographies, en particulier, bien sûr, je vous recommande les spécialités homéopathiques du docteur Requevec au laboratoire Robot. Et puis, pour ceux que ça intéresse, vous avez un site internet qui est extrêmement complet, qui s'appelle www.médecine-intégrée.com, où j'ai plus de 2000 dossiers. Entre autres, j'ai ce qu'on appelle un hôpital virtuel,
où vous avez un service de cardiologie et tous ces sujets sont traités, c'est d'accès libre et gratuit. Et donc, n'hésitez pas à aller vous documenter et n'hésitez pas également à me poser des questions si nécessaire. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. Alors, il n'y a pas de questions. Apparemment, vous étiez tellement précis, tellement clair que personne n'a posé de questions. On a pu répondre à une en direct. Alors, il y a une question que je n'ai pas développée vraiment, c'est la question du cholestérol. J'en ai parlé comme ça, mais actuellement, il y a une espèce de folie qui vise à baisser le cholestérol. Le cholestérol, l'augmentation du cholestérol, c'est une manifestation. Donc, en fait, il y a 4 causes à cette augmentation du cholestérol qu'il faut explorer systématiquement avant de vouloir les baisser. Alors, la cause la moins fréquente, c'est une hypercholestérolémie génétique familiale. C'est le seul cas où il faut baisser le cholestérol. La deuxième cause, qui est la cause la plus fréquente, c'est le diabète. Et je l'ai dit, le cholestérol augmente quand le diabète est en train de s'installer à bas bruit. Donc, c'est en régulant le poids et le diabète qu'on va améliorer les choses, et en particulier en donnant du chrome qui va normaliser le yo-yo glycémique. La troisième cause, c'est les maladies inflammatoires, et en particulier les maladies inflammatoires rénales qui donnent des très grandes hypercholestérolémies, et ça ne sert à rien de baisser le cholestérol si on n'a pas identifié le trouble rénal. Et la quatrième cause, c'est les hypothyroïdies, mais là, le tableau clinique est souvent évident, donc là, il faut corriger l'hypothyroïdie. Voilà. J'ai été un peu plus long que prévu, il y a eu quelques redites, mais enfin, je pense que ce n'est pas inutile. C'est pas grave, c'était vraiment passionnant. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces petits rappels de la matière médicale. Et puis, on va aussi annoncer que le prochain webinaire aura lieu le 23 novembre, si vous voulez noter dans vos agendas. Ce sera sur le thème des maladies de la peau. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à répondre au petit questionnaire qui va vous être envoyé. Et puis, ben, voilà, une belle soirée à tout le monde. Peut-être le dernier mot pour vous, Jean-Yves. Merci infiniment et amitié à tous et à toutes. Au revoir.